Allô? Oui, Oui. oui, tout va bien. OK. OK, parfait. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Je suis Hugues Kamewe du secrétariat de Making Finance Work for Africa, logé à la Banque africaine de développement. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir pour ce webinaire que nous organisons avec la London Institute of Banking and Finance sur le programme, le thème de la gestion des crises bancaires en réponse au Covid. La London Institute of Banking and Finance, pour dire en résumé, euh, elle est le plus ancien organisme de formation professionnelle en banque et finance en Grande-Bretagne, avec plus de 140 ans d'existence, comme vous voyez au niveau du logo. Elle a déjà accueilli plus des étudiants et des stagiaires de plus de 120 pays à travers le monde. C'est une institution de réputation mondiale. Donc, nous voulons sur ce vous remercier donc, pour l'intérêt que vous accordez aux activités de Making Finance for Africa. Et en guise de préliminaire, je voudrais partager avec vous quelques points sur les informations pratiques et puis reçues sur Making Finance for Africa avant de passer la parole aux panélistes de ces jours. Donc, euh, voilà en résumé le sommaire. Donc, le déroulement du webinaire, vous verrez la présentation de Making Finance, panélistes, la présentation du London Institute of Banking and Finance. Et puis quelques discussions et voilà la conclusion. Donc, en termes d'informations sur le webinaire, nous dirons très pour résumer qu'il est prévu pour 1 heure de temps, y compris les questions et les réponses, et pour un meilleur confort d'écoute. Tous les micros, notamment des participants, seront temporairement désactivés. Les questions peuvent être soumises via le chat ou le Q&A. Le chat, vous le voyez là. J'ai le curseur là-dessus, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, il y a une fenêtre qui apparaîtra et vous pourriez poser des questions. Ou éventuellement, vous pouvez juste cliquer aussi pour lever votre main. Il y a un bouton qui apparaît quelque part, on pourra vous l'indiquer. Je ne le trouve pas pour l'instant, mais un bouton qui vous permet de lever votre main et puis voilà, vous pouvez poser votre question. Les diapositives et l'enregistrement de cette présentation seront distribués au terme de ces webinaires sous moins de 72 heures. Et voilà, si vous avez des difficultés techniques à vous connecter, n'hésitez pas à envoyer un message aux organisateurs qui vont éventuellement qui vont vous répondre. Enfin, à la conclusion de ce webinaire, il y aura un questionnaire, une page qui va s'ouvrir automatiquement. Et c'est un questionnaire, nous vous invitons donc à répondre ce questionnaire qui nous permet d'améliorer la qualité nos webinaires pour la suite. Voilà, en guise de présentation de Making Finance of Africa, d'aucuns ont déjà ou bien écouté cette présentation, mais nous avons toujours nous pensons qu'il est d'intérêt de la partager avec vous. Donc, c'est une initiative lancée en 2007 avec pour objectif d'être une plateforme commune d'harmonisation et de facilitation du développement du secteur financier en Afrique, met l'accent sur le partage de connaissances, beaucoup plus aussi sur tout ce qui est le plaidoyer et voilà, les faciliter aussi certains projets. On regroupe donc des partenaires de développement, les gouvernements africains, les secteurs privés et le secteur financier, dont l'objectif étant d'aider à réaliser le potentiel développement du secteur africain afin de contribuer au développement économique et réduire la pauvreté sur le continent. Les axes du travail du secrétariat, comme je l'ai dit, logé à la Banque africaine de développement, c'est essentiellement 3 grands axes: l'inclusion financière, le financement à long terme, la stabilité et la gouvernance financière. Et nous abordons ces thématiques à travers ces grands axes prioritaires à travers un certain nombre de thématiques, dont certaines sont énumérées ici, comme la finance digitale, le financement des PME, la question des fonds de pension, financement de logement, quand il est question de financement à long terme, ou bien aussi sur les questions de réglementation et supervision bancaire avec la communauté des superviseurs bancaires africains. De tout ce qui est gestion de connaissances, nous appelons ça, c'est un pilier transversal. Donc, tout le monde y contribue. Nous ne pouvons pas continuer sans adresser toute notre gratitude aux sponsors de cette plateforme Making Finance for Africa, principalement soutenue par la Banque africaine de développement.
la coopération allemande, française, la Banque européenne d'investissement, voilà, Afreximbank, puis l'Union européenne. Sans plus tarder, donc, je vais revenir sur nos panélistes de ce jour. Nous avons le plaisir donc d'accueillir au nom de la LBF, dans la London Institute of Banking and Finance, comme principal orateur, M. Olivier Béroux. Olivier Béroux, qui est en fait, voilà, il est le principal orateur et le modérateur de ce jour sera M. Jesus Fernandez Munoz. Donc, M. Olivier Béroux est un professeur associé à la London Institute of Banking and Finance. Il conseille des fonds de pension, voilà, britanniques, start-up, des fintech, dans des structures de fintech dans le domaine des start-up dans le domaine des fintech, trade finance. Il est très, très spécialisé dans le domaine de la notation financière, la gouvernance d'entreprise, l'analyse financière. Il a plus de 30 ans d'expérience et son dernier poste occupé, il était le DG Emerging Market à Moody, voilà, donc qui est une agence de notation mondiale, et il était basé à Londres. Voilà. La session d'aujourd'hui sera donc modérée par M. Jesus Fernandez Munoz, qui est formateur et co-lead du programme de gestion des crises bancaires en relation aux crises bancaires en réponse au COVID-19. Je vais passer donc la parole à M. Jesus Fernandez Munoz pour la suite de ce programme. Merci. Jesus, tu as la parole. Et merci beaucoup, Hugues. Et bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue donc à ce webinaire sur la crise du Covid-19. J'aimerais bien passer la parole à mon collègue, donc Olivier Béroux, pour qu'il fasse une petite introduction du programme. Olivier? Oui, merci, excuse-moi. Donc, bon après-midi à tous et merci à la plateforme Making Finance Africa. Nous sommes très honorés et très, très contents d'être là cet après-midi pour vous présenter nos réflexions sur la gestion de crise pour les banques du Covid-19 et en particulier sur le programme que nous avons développé pour répondre et pour faire un certain nombre de programmes de capacity building sur certains pays émergents dans les semaines qui précèdent cette conversation aujourd'hui. Le programme est un programme qui se organise autour de modules qui sont spécifiquement livrés par des formateurs qui sont aussi des professionnels du secteur. Donc nous avons des gens qui travaillent soit en tant qu'administrateurs de banque, soit en tant que personnes qui sont spécialisées dans la conformité, soit quelqu'un qui est spécialisé dans l'audit et le commissariat aux comptes pour une banque, par exemple. Il y a des exemples très précis sur des modules qui se tournent vers des problématiques qui sont celles qui confrontent toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans une banque et qui essaient de réagir au jour le jour à cette crise du Covid-19. Qui est bien sûr inédite par bien de ces aspects. Donc, un programme par des professionnels vers les professionnels, donc une audience qui a tendance à être composée soit de directeurs de banque, soit des membres du conseil d'administration, des membres des comités exécutifs ou des comités de supervision, et qui peut être livré donc par groupe 15-20 personnes ou plus petits groupes si nécessaire. Donc je crois que j'en dirai pas plus et vous verrez autour des questions que Jesus et moi allons débattre en fait le contenu de ce programme. Et l'idée cet après-midi, c'est de vous présenter à travers un certain nombre de thèmes le contenu du programme. Et donc j'espère que vous serez intéressés et que vous pourrez nous poser à la fin ou après le séminaire d'aujourd'hui. Merci, Jesus. Donc, je te laisse à nouveau la parole pour que tu puisses enclencher le processus des questions et des réponses. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. Et donc, un peu pour commencer le dialogue, donc, certains disent que cette crise Covid-19 est une crise comme les précédentes et qu'elle n'a rien de spécifique. Par contre, il y a d'autres qui prétendent que cette crise va changer le monde et que la planète ne sera plus la même après la crise. En ce qui concerne les banques, quelle est votre opinion sur la crise du Covid-19? Et aussi, du point de vue de l'industrie bancaire, qu'est-ce qui fait qu'elle soit différente?
Merci, merci Jesus. Donc, une question qui, je crois que se pose à nous tous, à la fois au moment où on essaie de répondre à la crise, et on se rend compte en fait que le métier de banquier, c'est un métier où en fait on est sans arrêt confronté, et on est sans arrêt amené à répondre à une crise différente. Merci, voilà. Le métier de banquier, donc, c'est de répondre à des crises. Une crise Covid-19 qui est une crise inattendue, mais qui, comme toutes les autres crises, était aussi. Hein, je n'ai pas besoin de mentionner septembre 11, ou les problèmes des risques souverains, ou le problème des créances pourries de RMBS, ou les attentats qui ont affecté un certain nombre de pays. Par contre, là où cette crise, elle est vraiment quand même assez spécifique et assez unique, c'est que c'est une crise mondiale et domestique. C'est-à-dire que chaque pays en fait l'expérience. Il y a bien sûr des différences importantes entre les crises à la fois sanitaires et les crises financières qui en découlent. Mais certainement, ça permet des échanges d'expériences. Et ça, c'est ce qui nous paraît être, si vous voulez, à la base de notre idée de programme. Nous restons, et nous voulons le dire tout de suite, très modestes sur les conclusions qu'on peut tirer dès aujourd'hui, les conclusions qui restent très préliminaires. Donc, on doit d'abord reconnaître que c'est une crise d'une ampleur qui est pas encore vraiment bien cernée. La durée de cette crise est incertaine. On voit déjà une recrudescence des cas dans certains pays, et d'autres pays qui croyaient avoir pu sortir du confinement, du lockdown, ils sont obligés de s'y remettre. Donc une incertitude qui continue et continue à peser sur à la fois la capacité des banques d'opérer, mais aussi sur l'aspect psychologique des consommateurs, des entreprises, donc qui affecte tout l'investissement. Donc une crise sanitaire qui a des répercussions sur l'économie, on en est tous conscients, mais non l'inverse. C'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas une crise d'origine financière. C'est une crise qui, en fait, peut révéler un rôle positif des banques, qui, en travaillant avec les gouvernements et les autorités de tutelle, peuvent faire une réelle différence positive. Donc, il faut tirer les enseignements, même si on en tirera encore bien d'autres lorsque la crise sera plus avancée, ou j'espère finie. Mais c'est certainement une crise qu'il faut gérer de manière très active. Donc je m'arrête là, et je pense qu'on va développer un certain nombre de ces thèmes ensemble. D'accord. Merci, Olivier. En fait, il y a plus de 4 mois de crise qui se sont écoulés maintenant. On constate qu'il y a quelques régions qui vont mieux sur le plan sanitaire que d'autres, et que l'attention des banques a basculé donc des effets du confinement à la récession économique. Quelles leçons peut-on tirer du point de vue de la gouvernance? Est-ce que la gestion de la crise par les banques a été efficace? Est-ce que ces banques se sont comportées mieux ou pire que dans le passé? Alors, évidemment, hein, c'est une lapalissade, mais chaque institution financière, et d'une certaine façon aussi chaque microcosme financier dans les pays qui sont tous affectés, va révéler ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui sont prêts parce qu'ils ont tiré les leçons de la crise de 2008 et ont déjà mis en place un certain nombre d'outils qui sont utiles pendant cette crise, et qui donc permettent d'approcher les choses avec calme plutôt que de rentrer dans une panique, de faire les choses dans l'ordre plutôt que de les faire dans le désordre, et bien sûr de pouvoir adapter la réponse à l'institution plutôt que d'essayer de suivre les autres. Et je crois principalement, j'aurais peut-être dû commencer par là, un comportement de gouvernance qui doit être vraiment un témoignage de courage, et pas donné dans la réaction à cause de la peur que certaines personnes peuvent ressentir face à cette incertitude.
Il est certain que la gouvernance s'est mise à l'épreuve et c'est la clarté des rôles et des responsabilités de chacun qui est principalement mise à l'épreuve. Il y a une fonction exécutive et une fonction de surveillance à bien conserver, à bien garder ça de façon active. Il est très important en particulier que les organes de gouvernance et les conseils d'administration, tout en respectant la nécessité pour les équipes exécutives de se focaliser sur le court terme et de répondre à la crise, il est très important que les conseils forcent aussi la discussion à un niveau plus stratégique. Cette double activité peut être faite grâce à une comitologie beaucoup plus resserrée. Donc, des rendez-vous efficaces, des revues rigoureuses, des mises en œuvre de plans de continuité, des plans de gestion de crise qui sont du coup testés pendant cette crise. Et puis bien sûr, les plans de succession qui sont parfois négligés, là prennent toute leur dimension dans le sens où il peut y avoir des fortes absences de par la crise sanitaire. Donc certaines personnes ne sont pas disponibles, soit parce qu'elles sont affectées elles-mêmes ou parce que leur famille l'est. Et donc les plans de succession sont extrêmement importants et à revoir de manière très active. Et puis enfin, et j'en ai déjà parlé, la liaison et la coordination avec les parties prenantes, les autorités de supervision, le public. Donc une grande emphase à mettre sur la communication à tous les niveaux. Donc un test, certainement, une crise révélatrice des niveaux de préparation. Peut-être qu'on pourrait déjà mentionner le fait que les banques sont mieux préparées à cette crise qu'elles ne l'étaient à la crise de 2008 et que le travail qui a été fait à la suite de la crise souveraine et avant la crise des subprimes a été, je pense, porteuse de grands enseignements et très utile justement pour être plus prêt aujourd'hui que nous l'aurions été sinon. Merci beaucoup, Olivier. Si nous passons maintenant à la gestion de risques et à comment les banques ont confronté cette crise autour du monde, quel est votre point de vue et sur quel type de risque va-t-il se concentrer le programme? Donc voilà, donc le programme, dans la partie gouvernance que je viens de couvrir, est un programme où on fait beaucoup de jeux de rôle, on parle avec les administrateurs de situations qui ont été déjà rencontrées par un certain nombre d'entre nous et qui sont utiles à étudier. Mais lorsqu'on rentre plus près des choses plus dans le vif du débat, la première chose est lorsque je mentionnais les problèmes de succession, c'est la sécurisation de l'équipe de gestion de risque. C'est-à-dire que il faut qu'elle puisse fonctionner et de façon. Donc, bien sûr, c'est vrai pour tous les collaborateurs, mais c'est en vrai en particulier dans le cas qui nous préoccupe pour l'équipe de risque et de gestion de risque. Les outils et indicateurs qui sont en place sont souvent mis à l'épreuve. Il y en a qui sont utiles et d'autres qui doivent être renforcés, d'autres qui doivent être vérifiés de manière plus régulière. La périodicité des revues doit être augmentée, accélérée. Et bien sûr, le pilotage est un pilotage qui est, je pense que vous avez tous eu ce sentiment à un moment ou à un autre, on a quand même l'impression d'être dans un brouillard épais et d'avoir vraiment peu d'indicateurs vu les incertitudes qui nous entourent. Donc, il y a des risques financiers, des risques non financiers et des lectures transversales sont vraiment très importantes. Les points aveugles sur le portefeuille de crédit, sur la production, sur les marchés, la liquidité, la question des risques opérationnels, la conformité, on va en parler tout à l'heure, négligé. Tout ceci fait que il faut aussi être créatif et ne pas se contenter de garder les outils indicateurs qui étaient en place avant la crise. Le cadre d'appétit au risque, par exemple, les tests des seuils et des limites et de leur pertinence au cours de la crise est très important, dans le sens où il est tout à fait probable qu'un certain nombre des seuils et des limites qui sont en place au départ de la crise ne sont pas utiles pendant la crise. Et bien sûr, une crise donc, qui nous a surpris par son côté sanitaire, donc les risques existants et les risques émergents, donc l'allocation des ressources qui, encore une fois, est cruciale et qui, je pense, a été un véritable
beaucoup d'opérations bancaires dans le monde, dans le sens où, d'ailleurs, on fait des tests pendant le programme, où on parle aux administrateurs de banque en leur disant, voilà, si vous avez à faire des choix, est-ce que vous pouvez faire sans une de vos plus grandes succursales, hein? Est-ce qu'une plus grande succursale peut s'arrêter de fonctionner? Est-ce que c'est le cas si vous avez un problème à votre quartier général? Que se passe-t-il si le quartier général n'est pas accessible? Et donc, comment fait-on pour s'assurer que les plans d'action, et les stress tests et les scénarios, non seulement financiers et de liquidité, mais aussi donc opérationnels? Et bien sûr, une fois qu'on a fait cette analyse, c'est les priorités et les points de fragilité qui sont à creuser et à remédier. Merci beaucoup. Donc, Olivier, si j'ai bien compris, ce sont plutôt les risques non financiers qui sont dans les collimateurs lors de la crise du Covid-19. Tout à fait. Est-ce qu'à votre avis, a-t-on testé les limites de la résilience opérationnelle? Et est-ce que ça veut dire que l'on doit être mieux préparé pour des crises futures? Alors, l'optimiste en moi, la réponse est pour moi un grand, sincère oui. Mais je ne pense pas qu'il faille non plus nécessairement en être trop rassuré. La résilience opérationnelle et la mise en œuvre des plans de continuité d'activité et vraiment, ce dont on parle, c'est l'identification des maillons faibles, hein, c'est-à-dire à chaque opération, il faut segmenter les activités, segmenter les risques opérationnels et comprendre vraiment ce qui se passe et comment les opérations sont bousculées ou interrompues. Il y a bien sûr au cœur de tout ça la protection du personnel, la sécurité sanitaire des personnels, la protection des agences, la protection des clients, non seulement de manière sanitaire, mais également, on en reparlera tout à l'heure, en ce qui concerne le cybercriminalité, etc., qui est en pleine recrudescence, bien sûr. La continuité des services, donc encore des exercices que nous faisons pendant le programme sur prendre des bonnes décisions hein, en termes de est-il acceptable d'avoir son réseau de distributeurs interrompu pendant 24 heures, 48 heures, quelles sont les modalités d'une entraide entre les banques dans un même pays, etc. Et bien sûr, le report sur le digital dont on a beaucoup parlé et qui pourrait être d'ailleurs un facteur porteur de croissance et de transformation. Donc tout ce qui est capacité de télétravail, bien sûr la logistique informatique, la dépendance des réseaux, et bien sûr ça pourrait ne pas être simplement pendant la période pointue de la crise. Il est tout à fait possible que les réactions, on le voit beaucoup lorsque les pays sont remis au travail, entre guillemets, où on demande aux employés de retourner dans leur bureau. Il y a quand même une comment dire, une hésitation, hein. Les populations ne sont pas convaincues de la sécurité lorsqu'il s'agit de voyager par surtout pour les métros ou les trains qui sont souvent donc vous avez vraiment un problème de dépendance des réseaux sur le long terme. Ensuite, le traitement des flux, l'ajustement des volumes et les coordinations et coopérations de place, c'est-à-dire comment est-ce que les banques entre elles avec la banque centrale vont s'assurer que l'économie continue à fonctionner. Protection des fonctions vitales, j'en ai déjà parlé. Et donc l'équipe sur la période de crise vont être très différents parce qu'elle est beaucoup plus opérationnelle qu'auparavant. Alors, je pense que la résilience opérationnelle a été testée. Je pense que dans beaucoup de cas, elle va être améliorée à l'expérience de la crise. Et dans l'ensemble, je crois que les banques s'en sont plutôt bien tirées. D'accord, merci Olivier. Et alors, étant donné cette mobilisation de banques pour assurer les opérations au quotidien et pour sécuriser leurs services transactionnels, peut-on conclure que les efforts de conformité ont été ralentis? Alors, ça, je pense qu'on en est tous conscients. Les fragilités qui sont vraiment, premièrement, la protection des clientèles, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui, surtout pour les populations qui sont fragiles au départ, l'accès à l'argent liquide,
la capacité de remboursement, etc. On en parlera quand on parlera du problème de crédit. Tout ça, c'est vraiment très important. Mais il y a aussi, et surtout, ne pas l'oublier, la lutte contre le blanchiment et le financement, la lutte contre la corruption. C'est une période pendant laquelle on voit très clairement une augmentation des tentatives de fraude interne et externe. Et il est plus difficile lorsque les membres du personnel, les membres des équipes sont à distance, qu'ils sont tous en train de faire des vidéoconférences. Je sais que j'ai reçu personnellement des emails nouveaux dernièrement qui me suggèrent que je dois rejoindre un meeting Zoom dont je ne connaissais pas l'existence. Il est tentant de se dire juste j'ai raté quelque chose et on clique sur le bouton. C'est toujours le même truc, hein, mais ça évolue. Et puis bien sûr, il y a des équipes qui sont moins présentes, qui sont aussi moins nombreuses. Donc les plans de continuité opérationnelle, renforcement des équipes sont extrêmement importants, mais les équipes sont aussi affaiblies. Donc c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation optimum des ressources qui comptent. Et la cybersécurité doit être en vigilance accrue. Encore une fois, c'est facile à dire et c'est difficile à faire dans cette période. Donc, je crois que là, il y a vraiment un volet dont, quand on parle des conséquences de la crise et du fait qu'il faut rester très modeste sur les conséquences et des leçons qu'on peut en tirer, je pense que là, il y a vraiment un volet qui reste encore en pleine évolution. Oui, tout à fait important. Si on change un peu de sujet, et donc on passe sur le plan de liquidité, je pense qu'on peut dire qu'il y a un consensus autour de la réaction décisive des banques centrales qui ont injecté des liquidités considérables dans les systèmes bancaires. Mais on a néanmoins l'impression que ces liquidités sont restées au niveau des banques centrales. Est-ce que vous avez des commentaires sur cet aspect essentiel de la gestion de crise? Alors, il est vrai que le cadre est robuste au départ, hein, les plans de liquidité d'urgence, l'identification des besoins de financement pour les banques, etc., la coordination avec la Banque centrale, et l'exemple à la BCE, à la Banque d'Angleterre, et dans beaucoup d'autres, sont assez parlants. Et chaque banque, je pense, doit suivre la méthodologie de l'ILAP, hein, qui est citée en anglais, là, l'acronyme Adequacy Assessment Process. Donc tout ça, c'est bien établi, et je pense que les crises précédentes ont vraiment servi aux banques pour se préparer, pour être soutenues de manière active. Alors ça dépend bien sûr des circonstances dans chacun des pays, et on discutait récemment d'un cas particulier où les problèmes que tu mentionnais en termes de continuer à faire passer cette liquidité vers la clientèle et de soutenir les entreprises et les particuliers. La chaîne de transmission n'est pas évidente, et les banques doivent vraiment saisir l'opportunité d'être un intervenant positif et un intervenant qui va permettre à l'économie d'augmenter sa résilience. Ce serait grave et peut-être même impardonnable de ne pas remplir le rôle qu'elles doivent remplir à ce stade. Mais on voit des exemples de politiques qui sont pas très clairs au départ, ou qui mettent un certain temps à se clarifier. Quelle est la part qui va revenir aux banques, quelle est la part qui va être assurée, entre guillemets, par les gouvernements, et l'hésitation des banques à se lancer de manière imprudente dans des programmes de prêt aux entreprises, par exemple, lorsque ces paramètres ne sont pas bien définis. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Je sais que c'était quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, Jesus, mais moi, il me semble qu'il y a une partie qui est plutôt positive, c'est de soutien aux banques elles-mêmes, et ensuite, il y a la partie qui est plus compliquée, qui est la façon dont les banques, elles, vont remplir leur rôle pour soutenir l'économie. Oui, en fait, non, la seule chose que j'ajouterais ici, Olivier, merci, c'est que normalement, c'est souvent constaté en Europe en période de crise, c'est que le refinancement devient difficile pour les banques, qu'elles ont recours à des instruments donc, comme la titrisation ou des obligations sécurisées. Et on constate que sur plusieurs pays africains, il y a des initiatives qui ont déjà été mises en marche, donc pour le refinancement des prêts hypothécaires, par exemple, ou la titrisation d'autres prêts.
qui vont sans doute permettre d'améliorer la gestion de la liquidité lors de la crise. Et sinon, c'est vrai que les banques centrales doivent passer dans cette liquidité aux banques pour qu'elles puissent soutenir leurs clients. Mais d'un autre point, l'environnement est difficile. On va bientôt voir les résultats du premier semestre. Et là, on va commencer à observer l'impact de la crise sur le portefeuille de crédit. À quoi est-ce que l'on peut s'attendre? Étant donné les changements qui ont été introduits par la norme IFRS 9, qui a été implémentée en Europe, qui a commencé à s'implanter dans plusieurs pays africains, quels seront les impacts? Oui, alors les effets de la crise sur les portefeuilles de crédit, nous avons le programme se concentre sur des exemples que nous prenons, par exemple dans les pays de l'Europe du Sud, qui ont déjà à l'entrée dans la crise des prêts non performants à des niveaux assez importants. Et ceci va bien sûr influer énormément sur les risques et la typologie des engagements des banques. Donc ça c'est vraiment très particulier à chaque banque. Mais l'impact de la détérioration économique sur la situation financière va être sévère. Donc la remise en cause des modèles internes et des hypothèses qui sont utilisées pour estimer les défaillances et la fragilité systémique du secteur bancaire dans chacun des pays vont être, je pense, fortement testées. Alors, les approches publiques, les actions publiques qui, en combinaison avec l'approche bancaire, vont aider donc à soutenir le client ultime et donc indirectement à aider les banques. Les histoires de questions de moratoire, de suspension des paiements, si c'est bien géré, vont être très importants. Et je crois qu'on a vu des programmes importants mentionnés par les pays européens, les États-Unis, etc., et beaucoup moins importants dans des pays avec moins de ressources. Donc c'est inquiétant dans le sens où on a des fragilités systémiques qui ne seront pas nécessairement compensées par des actions des gouvernements ou qui n'en ont pas nécessairement la capacité. Il y a aussi, comme tu dis, l'introduction du FRS 9, et je te laisserai ainsi commenter là-dessus, une introduction qui pourrait être malvenue à un moment où la nécessité n'est pas de créer des ressources, de créer des réserves, mais au contraire de les utiliser. Donc, l'application de certaines normes doit être soit suspendue, ralentie ou aménagée. Donc, ça, je crois que c'est très important. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus sur le côté particulier du IFRS 9, par exemple. Oui, merci Olivier. IFRS 9, en fait, ça a été introduit lors de la dernière crise de 2008-2009, un peu dans le même esprit donc, de provision sur le capital des accords de Bâle, et donc pour permettre aux banques de doter de provisions avant que la crise arrive à toute son ampleur. D'accord? Et or, la crise du Covid-19, d'une part, s'est présentée d'une façon soudaine, et donc maintenant, pour les pays qui introduisent IFRS 9 en ce moment, les banques ne seront pas à mesure, enfin, c'est pas dans le haut du cycle, donc ils n'auront pas d'excédent à dégager pour constituer ces provisions pour que lorsqu'on arrive en bas du cycle, ils soient mieux préparés. Donc il y a cet effet qui n'est pas indépendant du cycle et qu'il faut considérer aussi lors de l'introduction. Voilà, donc nous sommes en plein en train de livrer ce programme, par exemple en Tunisie, où vous avez cette espèce de lien entre tout ce qui est devant vous sur la diapositive. Là, vous avez la de notation, par exemple, dont Jesus et moi-même sommes en partie issus, qui va aller renforcer ou certains pourront dire augmenter le danger. Il y a l'adoption des normes et le traitement des NPLs. Alors,
comment on en discutait tout à l'heure dans un séminaire où nous avons fait intervenir un commissaire aux comptes qui est en train de revoir les comptes des banques et de se creuser la tête pour savoir comment traiter les décisions qui sont prises, de permettre aux clients de rembourser sur plus longues échéances, par exemple. Est-ce qu'il s'agit alors de charger de changer de bucket, de changer de catégorie, de 1, 2, 3 à 4? Comment fait-on alors qu'on voit bien que c'est au contraire pour essayer d'aménager et de soutenir les entreprises et les particuliers pour que ces prêts ne deviennent pas des prêts qui soient vraiment en difficulté. Et en même temps, il ne faudrait pas qu'on perde la discipline qui avait été acquise depuis 2008 et où on reconnaissait les choses telles qu'elles étaient et on prenait les bonnes décisions et on suivait les bons comportements. Donc tout ça, c'est très délicat et ça dépend beaucoup de la gouvernance, ça dépend beaucoup de la diligence des gens qui sont à la fois sur le conseil d'administration, mais aussi aux manettes, hein, l'équipe de direction. Je ne sais pas si on peut passer à la... Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas tout à fait. Je voulais juste poser une question. Donc, on vient de voir donc, les impacts de la crise sur le portefeuille et en conséquence sur les provisions, donc, qui à son tour vont se répercuter donc, sur le résultat des banques et à la fin du jour sur le ratio de capital. Alors, comment est-ce que les impacts prudentiels seront couverts dans le programme? Alors, donc, dans la perspective du programme où nous nous adressons à des directeurs qui sont sur le conseil d'administration, il est très très important pour chacun d'entre eux de bien comprendre que le capital va être impacté par les pertes opérationnelles, donc en particulier la chute du PNB, puisque l'activité a beaucoup chuté, a pratiquement cessé dans certains cas et a beaucoup de mal à reprendre. Les pertes des portefeuilles de crédit dont on vient de parler et l'augmentation très importante du coût du risque. Et puis bien sûr, les ajustements de valeur des actifs financiers qui va de façon plus récente impacter le capital. Donc un triple, comme on dit en français, et comment gérer ceci, comment anticiper ou s'assurer qu'on comprend bien les autorités de supervision et s'ils sont en place, que IFRS 9 ait été mis en place ou pas d'ailleurs, l'utilisation des coussins de conservation du capital et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur le niveau de préparation d'une certaine façon de chacune des institutions. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur les profils différents de solvabilité des banques à l'entrée de la crise. Certaines vont être mieux préparées que d'autres. Et comme vous le savez tous, les mesures de renforcement du capital et la suspension des dividendes va bien sûr dans le bon sens et avoir et aussi c'est une mesure qui va suffire ou qui doit être renforcée. Donc bien sûr c'est extrêmement important. Mais dans le programme, disons qu'on va à la fois se pencher sur les détails qui vont rentrer dans les calculs qui vont impacter le capital, tout autant que de regarder de façon un peu plus aérienne, justement, ce qui se passe sur le capital et les relations avec les autorités de supervision. Donc on essaie de voir les deux à travers des expériences pratiques et des exemples pratiques. Merci Olivier. Donc pour finir, donc, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on est encore au milieu de la crise et qu'il est tôt pour tirer des conclusions, mais est-ce que vous pouvez partager votre pensée à cet stade? Ou y a-t-il des points clés à retenir, d'après vous? Alors, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, j'étais ravi de faire la présentation pour le groupe de participants. Mais lors du programme, ce n'est pas ma voix ou mon expertise qui est utilisée les modules, bien au contraire. Donc, nous avons des spécialistes pour chacun des thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui. Moi, je l'ai fait de façon rapide et superficielle, mais vous avez en face de vous des professionnels qui font ça en profondeur et qui sont vraiment des gens avec qui vous pouvez
échanger. Et l'idée, c'est de l'échange. Donc, les conclusions qu'on pourrait en tirer, tout en restant prudent et humble, et de mettre le sanitaire avant l'économique, bien sûr, mais c'est comment gérer, comment s'adapter sur le chantier qui est à la fois un chantier humain, un chantier organisationnel et un chantier financier, hein, comme on l'a vu tout au long de cette présentation. Est-ce que on bénéficie des effets des mesures de protection qui avaient été mises en place avant la crise? Donc ça, dans beaucoup de cas, c'est le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement ou heureusement pour d'autres, la crise est un révélateur des banques qui étaient préparées et celles qui ne l'étaient pas. Donc ça va être assez clair et assez flagrant. Alors, la crise est nouvelle, donc ça, c'est pour ça qu'on c'est difficile d'en tirer des leçons. Par contre, on peut voir si les leçons du passé et les outils que nous avons mis en place pour résister mieux grâce aux leçons du passé fonctionnent et sont efficaces, et comment les adapter pour cette crise qui est aussi différente des autres. Donc, dans tout ça, je crois que c'est très important aussi, c'est la coordination publique-privée, et puis les interventions de la Banque centrale, et puis aussi la coordination entre les instances internationales, même si disons que comment dire, on a souvent des exemples qui ne vont pas vraiment dans le bon sens en termes de coordination internationale en ce moment, mais je crois qu'il faut continuer à s'y atteler et à le faire de façon systématique. Donc, je ne sais pas si je dois vraiment parler beaucoup plus. J'espère qu'on pourra peut-être ouvrir à des questions et à une conversation. Mais j'espère que ça vous a donné à tous une idée de ce qu'on essaie de faire pendant ce programme. Donc, encore une fois, hein, des professionnels du secteur qui sont aussi des formateurs, mais sont principalement des professionnels qui sont impliqués aujourd'hui dans exactement ce genre de problème, avec qui vous pouvez échanger et sur ces grands thèmes. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la messagerie. D'accord. Donc, nous avons une première question qui dit on remarque que les banques commerciales resserrent le crédit. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Et quel rôle pour la banque pour encourager les banques commerciales à soutenir l'économie? Alors, pour la banque, je ne suis pas sûr à quelle banque ça fait référence, si c'est la Banque centrale ou la Banque africaine de développement éventuellement. Ah. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais répéter la question? Je suis désolé, j'ai été distrait pendant une seconde. Oui, non, pas de problème. Et d'accord, donc on remarque que les banques commerciales resserrent le crédit. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Et quel est le rôle, donc, soit pour les banques centrales que pour la Banque africaine de développement, pour encourager les banques commerciales à soutenir l'économie? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, en référence à la difficulté de continuer dans la chaîne de transmission pour que l'économie ne soit pas à court de liquidité, ne soit pas à court d'argent pour investir, ou pour continuer simplement les opérations telles qu'elles sont. Et le resserrement de crédit dans les banques commerciales est assez naturel, hein. On ne peut pas vraiment leur reprocher de faire un peu attention à ce qu'ils font, dans la mesure où ils savent très bien qu'après, ce sont eux qui vont être obligés de ramasser la casse. Et donc, les banques centrales et les banques de développement ont certainement un rôle à jouer. Je crois que les pays, hein, les gouvernements eux-mêmes ont mis en place des mesures qui visent à soutenir les entreprises, mais par exemple en Grande-Bretagne, on commence déjà à parler d'un aspect un peu moins agréable, qui est le remboursement des prêts qui ont été octroyés à la période. Donc, et c'est aussi une mesure qui ne peut pas continuer trop longtemps, parce que on arrive vite à un moment où il n'y a plus assez d'argent pour continuer. Donc, et on voit tout de suite comment alors, je crois qu'il y a une question qui continue sur ce même thème, là, je vois. Hein. Oui, tout à fait. Comment s'assurer que l'injection faite par les banques centrales aux banques se fasse ressentir sur le particulier et les petites et moyennes entreprises ou les très petites et moyennes entreprises?
Oui, alors ça, c'est vraiment typique de genre de conversation que nous avons avec les banquiers qui sont sur le programme, où il y a des échanges. Alors, typiquement, les programmes sont faits, c'est souvent des programmes qui sont faits à l'instar d'une organisation centrale qui invite ensuite des banquiers de plusieurs banques à se joindre au programme, sur lesquels on peut avoir des échanges justement sur les modalités de soutenir ces PME et ces TPE, tout en n'hypothéquant pas le futur même de la banque elle-même. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire cette adéquation entre les injections qui sont là pour soutenir les banques, mais que les banques soient à même d'utiliser les outils habituels, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon d'octroyer des crédits, la façon de continuer à revoir les cas qui sont présentés dans la banque, même si on a souvent des reproches qui sont faits aux banques de la lenteur de la mise en place des prêts si c'est le cas. Donc, ce qu'on a vu en Angleterre, et j'arrêterai après, c'est par exemple le fait que certains prêts aient été donnés avec garantie totale du gouvernement immédiatement pour permettre aux gens, aux entreprises de ne pas couler. Et ensuite, les prêts qui suivent sont des prêts qui sont de façon plus classique avec des études plus approfondies des risques de crédit. Merci à lui. En fait, on assiste aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est les TP, c'est aux chaînes de valeur, comment on peut lier ces petites et moyennes entreprises et donc aux chaînes de valeur et donc leur donner le financement par ce biais. Voilà, tout à fait. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aurez donc une copie de la présentation. N'hésitez pas à nous contacter également pour avoir plus de détails sur le programme et sur certains aspects du programme qui pourraient vous intéresser. Le programme évolue évidemment en permanence. Quand on l'a lancé tout au départ, c'était un programme sur le Covid et qu'on le découvrait. Maintenant, on parle beaucoup de post-Covid, on parle beaucoup de tout le rebondissement depuis les situations que le Covid a créées. Financement, par exemple, on a rajouté dans notre programme un module sur le financement durable, Green Finance. On a aussi parlé de la digitalisation et des outils nouveaux pour les banques, d'être plus présentes dans la digitalisation de l'économie. Donc, on continue à évoluer et on travaille aussi beaucoup avec des instituts locaux. Donc, on travaille avec des instituts, que ce soit en Tunisie, au Nigeria ou dans les pays du Golfe, avec des spécialistes locaux. Donc, on essaie d'amener à la fois la spécialisation internationale et le ressenti et les connaissances locales. Parce que, bien sûr, voilà, j'ai une question qui vient sur un monsieur ou une dame qui est au Tchad. Oui, qui parle. D'accord, donc oui, le Tchad, ben, oui, j'étais il y a un an au Tchad pour faire une formation et donc bonjour aux collègues du Tchad. Alors ben, j'espère aussi que vous pourrez être inclus dans la formation, dans le programme. Mais c'est vrai que la mise en place de ces programmes vraiment dépend énormément des capacités locales et des besoins locaux également. Donc, on ne peut pas venir avec un programme de renforcement des capacités qui est décidé à Londres ou à Paris et qui est livré ensuite sans adaptation. Le programme, il est extrêmement adaptable et justement, il est adaptable à travers des collaborations avec des instituts ou des institutions locales. Est-ce qu'il y a d'autres questions de participants? D'accord, sinon, Hugues, on vous passe peut-être la parole. Il n'y a pas d'autres questions. Oui, Jesus, merci beaucoup pour cette présentation très, très détaillée. Donc, à toute fin utile, je dois juste préciser, est-ce qu'on peut afficher le slide avec les coordonnées de l'institution? Voilà.
Vous avez les coordonnées de la London Institute of Banking and Finance here. Vous pouvez effectivement contacter M. Alistair Tyler, qui est le Managing Director du Global Learning en charge effectivement de ce programme. Il pourra vous donner beaucoup plus d'éléments sur la possibilité de décliner le programme dans votre propre pays, les conditions. Le London Institute of Banking and Finance est effectivement très, très ouvert à des collaborations. L'objectif de ces webinaires, c'était de vous donner effectivement un aperçu des aspects certains aspects qui sont couverts, mais c'est un programme modulaire, comme il a été indiqué, donc il y a plusieurs modules qui sont effectivement présentés de manière très, très approfondie. Le programme peut être fait de manière virtuelle. Et comme ils l'ont dit, ils vont préciser, c'est déjà voilà, en déclinaison, par exemple, en Tunisie. Nous, Making Finance, nous avons voulu vous exposer à ce qui est fait, donc vous pouvez continuer de manière bilatérale à échanger avec eux. Je vais, sur ce point, effectivement, peut-être conclure un peu avant le temps sur ce webinaire, juste de manière très simple, en remerciant tout d'abord les panélistes aujourd'hui, à savoir M. Olivier Bérou, pour cette excellente voilà, présentation. Il est très en détail sur divers aspects. Remercier le modérateur, M. Jesus Menos Fernandez. Ce que nous pouvons retenir en quelque sorte et dire, c'est que effectivement, le programme met en lumière l'impact de la crise du Covid sur la gestion des banques et voilà les défis opérationnels auxquels ils sont confrontés. Il est assez évident, on peut le dire, sans se tromper, qu'il faut éviter que cette crise, qui à départ était une crise sanitaire, ne se transforme en une crise bancaire majeure qui pourrait effectivement remettre en cause la stabilité de nos systèmes financiers. Et nous savons quelle est l'interaction entre les systèmes financiers au niveau global. Aujourd'hui, on est dans un environnement de globalisation financière, donc les crises peuvent avoir des origines bien comme la crise qu'on est en train de vivre avec la crise sanitaire sur d'autres régions du monde et avoir des implications en cascade sur d'autres, y compris en Afrique. Donc, il ne faut absolument pas qu'on en arrive, pas d'une crise sanitaire aujourd'hui à une crise bancaire, pour ne pas dire une crise financière. Et pour cela, il faut effectivement essayer de trouver des mécanismes qui permettent de renforcer la résilience de nos systèmes financiers. Les banques centrales ont effectivement déjà pris un certain nombre de mesures qui sont sur le plan réglementaire, par exemple, apportent des assouplissements qui permettent effectivement aux banques de pouvoir opérer de manière un peu plus encadrée, mais tout en ne pas se retrouver fermés dans les dispositifs réglementaires qui étaient établis avant la crise. Nous espérons que nous allons bientôt sortir de la crise financière. On parle déjà de post-Covid. Espérons que ça ne va pas durer plus longtemps parce que des mécanismes qui ont été mis en place de manière transitoire, est-ce que ça pourrait tenir dans une certaine durée? Ça aussi, ce sont des questions qu'on s'interroge, mais on espère vraiment qu'on est peut-être en train déjà de voir, en espérant, le bout du tunnel pour notre santé, mais aussi pour nos secteurs, les secteurs financiers. À notre niveau, nous sommes disposés effectivement à continuer les échanges avec la London Institute of Banking and Finance pour voir comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser ce programme, essayer de faire certains aspects et partager davantage. Nous allons poursuivre cette conversation. Si vous avez des questions sur certains points ou sur d'autres relatifs à nos webinaires, n'hésitez pas à écrire au secrétaire de Making Finance of Africa dont l'adresse est affichée ici devant vous. Je voudrais donc remercier sur ce point les panélistes, non seulement les panélistes, mais les participants à ce webinaire qui nous ont rejoints pour l'intérêt qu'ils portent aux activités de Making Finance of Africa, aux sujets qui sont couverts. Merci pour votre présence et effectivement, à la fin de ce programme, vous aurez un questionnaire quand vous allez quitter la plateforme qui va s'afficher. Ce questionnaire, nous vous invitons à lire, comme je l'ai dit, à répondre. Ça prend environ 2 minutes de votre temps. Ça nous permet d'améliorer la qualité, effectivement, des échanges ou bien prendre en considération certains aspects que nous aurons peut-être perdus de vue et que nous pensons très, très importants. Comme je l'ai aussi dit à l'introduction, à l'issue de ce webinaire qui est enregistré, nous allons partager sur 72 heures avec vous
la présentation, comme l'on demandait, mais aussi l'enregistrement. Vous pouvez donc par la suite poursuivre donc à la lecture de la présentation. Vous pouvez adresser des questions au présentateur si vous voulez avoir des éclaircissements sur certains aspects. Sur ce, je crois que je dirais encore une fois merci pour l'intérêt que vous portez à nos activités et je vous souhaite un très bon, je ne sais pas si c'est après-midi, au début de journée, après-midi ou fin de journée. Merci bien et à la prochaine. Merci Hugues, merci de nous avoir eu aujourd'hui. Merci, bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup, bon après-midi.